Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous poursuivons notre étude sur le livre de Bereshit au chapitre 31, à la mémoire de notre cher ami Philippe Eliaou Ben Pnina. Dans ce chapitre, nous lisons l'histoire de Rachel volant les téraphim, sorte de pénates romaine. Les téraphim de son père, alors qu'elle s'échappait de chez lui, de chez Lavan, avec Yaakov, Léa et toute leur famille. Quand Lavan se rendit compte que Yaakov et ses téraphim s'étaient enfuis, il les poursuivit et rechercha toute la caravane de Yaakov, dit-on, pour retrouver ses téraphim. Qu'en est-il? Les découvertes des archéologues en Mésopotamie, à Nouzi, ville antique à l'est du Tigre et au sud-est de Ninive, qui a été fouillée de 1925 à 1931, indiquent que la possession des téraphim avait une incidence sur les droits concernant l'héritage familial. Selon une tablette trouvée à Nouzi même, la possession des dieux domestiques pouvait, en certaines circonstances, permettre à un gendre de comparaître devant un tribunal pour réclamer les biens de son beau-père décédé. Il se peut que Rachel, ayant eu cela à l'esprit, se soit dit qu'elle était en droit de prendre les téraphim parce que son père avait usé de tromperie envers son mari Yaakov. Souvenez-vous, dans ce chapitre 31, les versets 14 à 16. L'importance des téraphim en rapport avec les droits d'héritage pourrait aussi expliquer pourquoi Lavan se soucia tant de les récupérer au point de prendre ses frères avec lui et de poursuivre Yaakov alors qu'ils avaient une avance de plusieurs jours. Selon la Bible, les téraphim disparurent lorsque Yaakov enfouit sous le grand arbre qui était près de Shrem tous les dieux étrangers que lui remirent les membres de sa maisonnée. Je vous renvoie au chapitre 35, les versets 1 à 4. Rachel, elle, les cache intelligemment dans un coussin et s'assied dessus. Quand Lavan vient fouiller sa tente, elle prétend qu'elle a ses règles et ne peut pas se lever, dissimulant avec succès les téraphim à son père. De nombreux commentateurs classiques se concentrent sur la raison pour laquelle Rachel a volé des téraphim, craignant que le texte puisse être lu pour comprendre que Rachel adorait des idoles. L'affirmation classique de Rachi est qu'elle essayait de sevrer Lavan du culte des idoles comme étant un acte de rendre hommage à ses pères et mères tout en les fuyant. Les lectures du Radak, Rabbi David Kimri, prétendent que les téraphim étaient des objets qui auraient pu être utiles à Lavan pour suivre la caravane alors qu'il s'enfuyait. Étonnant, je n'en dis pas moins. Ainsi, Rachel a volé les téraphim pour protéger les allées et venues de Yaakov. Et puis, les lectrices féministes modernes adorent voir Rachel utiliser ses règles pour renverser l'autorité de son père en ne se levant pas quand il entre dans la pièce et en lui cachant ses biens. Les commentateurs classiques, exclusivement masculins, se concentrent, eux, sur les raisons pour lesquelles Rachel a volé les téraphim, incorporant ses actions dans les rôles acceptables pour les femmes de leur temps. Les érudits modernes, quant à eux, se concentrent sur la manière dont elle a dissimulé les téraphim. Elle utilise sa menstruation, symbole ultime de sa féminité, comme un moyen de subvertir l'autorité masculine. Rachel, volant les idoles, la représente en train de garder une partie de sa vie religieuse d'avant son mariage. Quelle est ou non l'intention d'ailleurs d'utiliser les téraphim? Les avoir est un moyen de conserver son identité en tant que membre distinct de son mari. Cachant les téraphim sous le couvert de son époque, l'histoire nous suggère qu'une partie du mode de vie de Rachel se poursuit au fil des générations de ses descendants. En fait, les deux seules autres fois où les téraphim apparaissent dans la possession d'un hébreu dans le reste du texte tanachique sont en association avec les descendants de Rachel. Michal, la fille de Shaoul, une Bényaminite, garde des téraphim chez elle, et Micha, de la tribu d'Éphraïm, fabrique des téraphim dans sa maison.
Rachel veille à ce qu'une partie de sa vie et de son identité, dirait-on, distincte de sa relation avec Yaakov, soit donc conservée au fil des générations de ses descendants. Son utilisation de la période menstruelle comme moyen de cacher les téraphimes nous suggère à nous lecteurs de regarder le lien de ses descendants avec ces téraphimes-là. Son succès à maintenir un reste de son identité chez ses enfants est évident. De Chazal, nous entendons parler d'une tradition selon laquelle l'enfant de Rachel sera celui qui vaincra les descendants d'Ésav, c'est-à-dire Amalek. Ce sont aussi les enfants de Rachel qui partagent sa beauté unique avec la répétition de la description biblique de la beauté Yefet Toa Veyefet Maré. Et se dévoilant cette beauté parmi plusieurs de ses descendants. Peut-être que l'apparition des téraphimes parmi ces derniers est un symbole physique de l'héritage de Rachel, une rare occurrence du legs d'une femme chez nos ancêtres. Voilà, pour cette première partie, je continue avec ma deuxième réflexion concernant le chapitre 31. Lavan commence par ressembler à un ami. Il offre un refuge à Yaakov lorsqu'il est en fuite devant Ésav, qui s'est juré de le tuer, vous vous rappelez. Pourtant, il s'avère que son comportement est moins généreux que l'intérêt personnel et le calcul. Yaakov travaille pour lui pendant 7 ans, pour Rachel. Puis, la nuit de noces, Lavan remplace Rachel par Léa, de sorte que pour l'épouser, Yaakov doit travailler encore 7 ans. Quand Yosef naît, Yaakov essaie de partir. Lavan proteste. Yaakov travaille encore 6 ans et se rend compte ensuite que la situation est intenable. Les fils de Lavan l'accusent de s'enrichir aux dépens de leur père. Yaakov sent que le père de Rachel et de Léa lui-même est en train de devenir hostile. Rachel et Léa sont d'accord. Il nous traite comme des étrangers, il nous a vendus et a dépensé de l'argent, verset 14-15. Yaakov se rend compte qu'il ne peut rien faire ou dire qu'il puisse persuader Lavan de le laisser partir. Il n'a d'autre choix que de s'enfuir. Lavan le poursuit ensuite, et s'il n'avait pas averti Dieu la nuit avant de le rattraper, il ne fait aucun doute qu'il aurait forcé Yaakov à revenir et à vivre le reste de sa vie en tant qu'ouvrier non rémunéré. L'avertissement de Dieu à Lavan fut efficace. Comme il le dit à Yaakov le lendemain, « Ses filles sont mes filles, ses fils sont mes fils, les troupeaux sont mes troupeaux. Tout ce que tu vois est à moi. » Il s'avère que tout ce qu'il avait ostensiblement donné à Yaakov, il ne l'avait pas donné du tout. Lavan considère Yaakov comme sa propriété, son esclave. C'est une non-personne. À ses yeux, Yaakov n'a aucun droit, aucune existence indépendante. Il a donné ses filles à Yaakov en mariage, mais affirme toujours qu'eux-mêmes et leurs enfants lui appartiennent et non point à Yaakov. Il lui a donné, certes, un accord sur les animaux qui lui appartiennent comme salaire, mais voilà qu'il insiste toujours pour que les troupeaux soient ses troupeaux. Ce qui suscite sa colère, c'est que Yaakov maintienne sa dignité et son indépendance, face à une existence impossible en tant qu'esclave. Oui, esclave de son beau-père. Yaakov trouve toujours le moyen de continuer. Oui, il a été trompé par sa chère Rachel, mais il travaille pour qu'il puisse l'épouser aussi. Oui, il a été forcé de travailler pour rien, mais il utilise ses connaissances supérieures en élevage pour lui proposer un marché lui permettant de se constituer à un troupeau, lui permettant de conserver ce qui est maintenant un grand cheptel. Yaakov refuse d'être vaincu. Cerné de toutes parts, il trouve une issue. Là, la grandeur de Yaakov. Ses méthodes ne sont pas celles qu'il aurait choisies dans d'autres circonstances. Ici, il doit déjouer un adversaire extrêmement rusé, mais Yaakov refuse d'être vaincu, écrasé et démoralisé. Dans une situation apparemment impossible, il conserve sa dignité, son indépendance et sa liberté. Il n'est l'esclave de personne. Lavan, peut-être serez-vous d'accord avec moi, ressemble bien au premier antisémite. Au fil des ans, les Juifs ont cherché refuge auprès de ceux qui, comme Ésav, avaient cherché à les tuer. Les nations qui les ont accueillis semblaient d'abord être des bienfaiteurs, mais ils ont très vite exigé un prix. Ils ont vu chez les Juifs des personnes qui les rendaient riches, opulentes.
Partout où les Juifs allaient, ils apportaient la prospérité à leurs hôtes, pourtant. Ils ont refusé d'être de simples biens personnels, ils ont refusé d'être possédés, ils avaient leur propre identité, leur mode de vie. Ils ont insisté sur le droit humain fondamental d'être libre. La société d'accueil s'est finalement retournée contre eux en société de cercueil. Ils ont affirmé que les Juifs les exploitaient plutôt que ce qui était en fait le cas, que eux exploitaient les Juifs. Et quand ces derniers ont réussi, financièrement, matériellement, ils les ont accusés de vol. Les troupeaux sont mes troupeaux. Tout ce que vous voyez est à moi. Ils ont oublié que les Juifs avaient contribué massivement à la prospérité nationale. Le fait que les Juifs aient sauvé un peu de respect de soi et d'indépendance, qu'ils aient aussi prospéré, les a rendus non seulement envieux, mais en colère. C'est à ce moment-là qu'il est devenu plus que dangereux d'être juif. Lavan a été le premier à afficher ce syndrome, mais pas le dernier. C'est arrivé à nouveau en Égypte après la mort de Yosef. Cela s'est passé sous les Grecs et les Romains, les empires chrétiens et musulmans du Moyen-Âge, les nations européennes du 19e et du 20e et après la Révolution russe. Et cela a commencé avec Yaakov lors de son séjour chez Lavan. Il était une minorité moins nombreuse que la famille de Lavan. Il réussissait, et c'était remarquable. On pouvait le voir en regardant son cheptel. Ce que les sages disent dans la Haggadah devient maintenant clair. Pharaon était un ennemi des Juifs à une époque, mais Lavan, lui, existe sous une forme ou une autre d'âge en âge. Le syndrome existe encore aujourd'hui. Comme beaucoup le noteront, à propos d'Israël, dans le contexte du Moyen-Orient, ce petit peuple minoritaire est plus que performant, il est même remarquablement performant. Petit pays, minorité, mais pourtant une réussite, et c'est une évidence. D'une manière ou d'une autre, pour un pays tel qu'Israël, avec aussi peu de ressources naturelles, il réussit à surpasser ses voisins. Le résultat est une envie qui devient une colère, qui devient une haine. Où cela a-t-il commencé? Eh bien, comme je le précise, avec Lavan. Dit de cette façon, nous commençons à voir Yaakov sous un jour nouveau. Yaakov représente les minorités, les petites nations du monde entier. Yaakov est le refus de laisser les grandes puissances écraser quelques-uns, les faibles, les réfugiés. Yaakov refuse de se définir comme un esclave, comme la propriété de quelqu'un d'autre. Il maintient sa dignité intérieure et sa liberté, je l'ai dit, je le répète, il contribue à la prospérité des autres, mais il fait échec à toute tentative d'exploitation. Yaakov est la voix qui dit « Moi aussi je suis humain, moi aussi j'ai des droits, moi aussi je suis libre ». Si Lavan est le paradigme éternel de la haine des minorités qui réussissent si bien, Yaakov est alors le paradigme éternel de la capacité humaine à survivre à la haine des autres. De cette manière étrange, Yaakov devient la voix de l'espoir dans la conversation de l'humanité, la preuve vivante et ineffable que la haine ne remporte jamais la victoire finale. La liberté seule pourra et le fera. Je vous souhaite le mieux et le meilleur depuis toujours nos plaines de Mamré, tout proche de Hebron. Shalom, shalom.